Salut les Beauty Books, c'est Marie et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, à savoir mon bilan du mois de mai. Donc, c'est parti. Pendant le mois de mai, j'ai été une bonne partie en vacances, du coup j'en ai quand même profité pour me reposer, mais j'ai quand même un meilleur bilan. Voilà, le plaisir de la lecture remonte de jour en jour et du coup mes bilans s'améliorent envers les mois, mais je suis pas non plus au rythme que j'avais en début d'année, mais le rythme de début d'année était assez exceptionnel je pense. Donc on commence par les stats, j'ai lu 8 romans et pas de graphiques, donc ça il va falloir que je sorte quand même quelques graphiques parce que j'en ai quelques-uns à lire. Et je sais pas, j'ai du mal en ce moment à en sortir et à me lancer là-dedans. Je suis toujours dans mon optique de vouloir baisser ma pile à lire, de devoir découvrir des choses. Vous allez voir que là, mon objectif des dernières semaines aussi, ça a été de terminer des sagas, mais j'en ai commencé aussi. Bref, voilà, j'essaye d'écouter mes envies et voilà, j'ai essayé d'aller aussi vers des lectures un peu plus qui allaient dans mon challenge du mois de la fantasy, mais je n'ai pas lu que ça. J'ai lu du coup un total de 4695 pages, j'ai lu qu'un seul audio ce mois-ci parce qu'il était énorme, il faisait plus de 30 heures. Donc étant en vacances et faisant des petits trajets, maintenant je lis moins en audio qu'avant. J'ai lu 2 numériques et le reste en papier, donc 5 en papier. Ce mois-ci j'ai acheté 4 romans, ce qui est plutôt raisonnable, sachant qu'il y en avait un qui n'était pas prévu. Mais bon, c'est pas très grave, en plus je suis en train de le lire, donc ça sera une de mes premières lectures du mois de juin. Il n'aura pas tardé non plus, pas trop traîné dans ma pile à lire. Et j'ai lu un seul livre qui ne faisait pas partie de ma pile à lire mais qui me faisait plutôt envie. Je me suis laissée tenter et j'ai assez vite dévoré, je vous en reparlerai juste après. Ce mois-ci du coup j'ai lu de la romance, de la romantasy, du thriller young adult, de la fantasy et de la science-fiction. Vous allez voir que la science-fiction c'est une science fantasy je pense, j'ai une petite uchronie dont je vous reparlerai juste après et du coup ma pile à lire est passée de 30 à 27 donc j'ai réussi à redescendre en dessous des 30 et je suis très contente. Donc l'objectif ça va être de perdurer, mais mois de juin risque d'être un peu compliqué puisqu'il y a un salon littéraire et du coup j'ai un petit peu peur de craquer à celui-ci, donc on verra bien. Mais pas prise de tête. Franchement, ce chiffre-là dans ma pile à lire me convient quand même. J'aimerais bien juste le descendre un petit peu encore. Mais une pile à lire de 27, c'est quand même pas mal. Sachant qu'à un moment donné, j'étais à plus de 90. Donc voilà. Ce mois-ci, je n'ai découvert qu'une seule autrice. Et donc il s'agit de Maïwenn Alix. Mention spéciale pour le nom de l'autrice, mais voilà, j'avais jamais lu de roman d'elle, malgré tous les romans qu'elle avait sortis, mais comme vous savez, le young adult c'était plus trop mon truc, mais là, je vous avoue que j'ai été agréablement surprise. J'ai lu 6 femmes, un seul homme et un couple, et niveau stats de pays par contre, j'ai lu qu'un seul français et le reste des États-Uniens et j'ai fait 2 lectures communes, ce qui est plutôt pas mal. Donc j'ai pas fait d'abandon, j'ai pas fait de unhaul ni rien. Je pense revendre une saga, mais je vous en parlerai quand je vous ferai l'update lecture, mais pour l'instant j'ai pas fait d'abandon. J'aurais pu, hein. Franchement j'aurais pu, mais je suis allée au bout. Niveau book haul, j'ai acheté La Cour des démons, donc le dernier tome de C.N. Crawford, donc les épreuves de la reine démoniaque, que j'ai déjà lu. J'ai lu Problem with Players de Brittany C. Cherry, donc j'ai acheté et lu. J'ai acheté également À retardement de Frank Tillier. Voilà, c'est le Frank Tillier, à chaque fois je l'achète au moment de sa sortie. Là j'ai acheté quelques jours après, mais je l'ai toujours rapidement au moment de la sortie. Et celui que j'ai acheté qui n'était pas prévu, c'est Le Mage sans visage de Kenley Davidson, je crois que c'est, et c'est ma lecture en cours, donc voilà. Ce mois-ci j'ai commencé 2 sagas, à savoir Noblesse oblige de Maïwenn Alix et les chroniques de
Les Chroniques de Castlelane de Cassandra Clare, et ça, à chaque fois je vous en reparlerai. J'ai terminé 4 sagas et ça je suis hyper contente puisque j'ai terminé la saga de One of Us is Lying avec One of Us is Back de Karen M. McManus. Je pensais le lire en anglais, finalement je l'ai lu en français. J'ai fini la première ère de Mistborn, donc de Fils des Brumes, avec le héros des âges de Brandon Sanderson que j'ai écouté. J'ai terminé du coup la trilogie de St. Crawford avec la cour des démons et j'ai terminé la trilogie de Carissa Broadbent avec le choix du cœur. Et donc la saga c'est la guerre des cœurs égarés. Et celui-là, je vous en reparlerai, mais ça n'a pas été un franc succès. Du coup, j'ai continué 2 sagas, à savoir le Brittany Sitcheri avec Problem with Players et Jennifer Lamont Shute avec le 3e tome de la saga de La chair et le feu, qui est la saga spin-off du sang et de la cendre. Donc là, c'était une flamme dans la chair. Et du coup je suis à jour dans 3 sagas, à savoir la saga de Brittany Sitcheri, le spin-off de Jennifer Lamont Shute et la saga de Cassandra Clare. Sachant qu'en VO il y en a d'autres qui sont sortis, mais dans la traduction française je suis à jour. Donc on va commencer avec les chroniques. Et du coup on commence par le seul livre que je n'ai pas dans ma pile à lire. J'ai commencé le mois en lisant assez rapidement puisque j'avais commencé d'autres livres, mais celui-ci je l'ai terminé assez rapidement. Il s'agit du premier tome de Noblesse oblige de Maïwenn Alix, qui est une uchronie puisque la Révolution française n'existe pas et du coup on est toujours sous une royauté, on est sous Louis XIX ou Louis XX, je ne sais plus exactement, et on a une espèce de télé-réalité pour que les nobles se mettent entre eux en tout cas. Ça fait un peu penser à la sélection autant par la couverture que par le type d'histoire avec la télé-réalité, à chercher l'amour etc. Mais c'est pas plusieurs femmes qui se battent pour le même homme. En gros il y a plusieurs femmes et plusieurs hommes de chaque côté et du coup à la fin ils doivent se marier entre eux. Et donc on a notre jeune femme, je sais plus comment elle s'appelle, vous connaissez ma mémoire des noms, Gabrielle. Et donc on va suivre Gabrielle qui est complètement anti-royaliste, qui ne veut pas entendre parler de la royauté, de Louis, enfin des différents Louis, etc. Et son père adoptif a même tout perdu à cause de la noblesse et du coup elle est dans une espèce de couvent, enfin bref, elle est un peu... son père est emprisonné donc voilà. Et ils vont décider de l'envoyer un petit peu espionner et du coup l'envoyer dans Noblesse oblige pour espionner un petit peu la noblesse, les bas-fonds, pour que il puisse y avoir une révolte et une révolution. Et donc Gabrielle va se prêter au jeu de rentrer et d'espionner tout ça. En plus il y a eu une disparition, enfin un décès assez mystérieux et du coup elle se demande vraiment ce qui s'est passé. En plus le jeune veuf reparticipe hyper rapidement à Noblesse oblige. Elle apprend rapidement que dans son année il y a le prince, enfin il y a le dauphin qui y participe. Il va pas tarder à avoir la place au pouvoir puisque son père est quand même assez âgé et donc il faut qu'il pense à la succession etc. Et Gabrielle est rapidement une des favorites et donc se rapproche rapidement du prince. Et donc là on part dans un espionnage, dans une mini enquête. Elle a un garde suisse qui doit la suivre un peu partout. Elle a une agente en communication qui lui dit qu'est-ce qu'elle doit dire, comment elle doit faire, qu'est-ce qu'elle doit faire. Enfin on est quand même dans notre monde, puisque on est, et puis à notre époque, mais si vraiment la royauté avait toujours existé avec cette différence entre les nobles et le petit peuple, les différences de traitement, de statut, etc. Et ah non, elle n'est pas dans un couvent, elle est femme de... En fait c'est une grande pianiste je crois. Elle aurait pu faire une très belle évolution et une très belle carrière si son père n'avait pas été chopé, et elle se retrouve un peu gouvernante à divertir aussi la noblesse, voilà, pour le compte d'une famille. Et donc
Donc voilà, elle va enquêter de ce côté-là, elle a du coup une personne qui doit lui dire exactement ce qu'elle doit faire, comment elle doit agir, il y a des échanges de lettres, ça parle de chasse à cheval, etc. Donc on a vraiment ce mélange entre l'ancien temps et le nouveau qui se mélangent et j'ai trouvé ça hyper intéressant. C'est clairement du young adulte, donc il y a des choses qui sont très très prévisibles, on voit certaines choses arriver mais on est surprise par d'autres, mais j'ai trouvé que c'était hyper intéressant. Franchement, si vous avez aimé la sélection, foncez là-dessus parce que je trouve que c'est dans la même lignée, c'est très intelligent, c'est écrit par une française en plus, c'est une duologie, donc je pense que je vais pas tarder à lire le deuxième tome. Ça se lit quand même assez rapidement et assez fluidement, c'est addictif. Gabrielle, elle est très intéressante puisque elle va se poser les bonnes questions, elle va essayer d'en savoir plus. Il y a des belles relations qui se créent entre les filles, il y a de la jalousie aussi, c'est assez crédible au final. On a les codes de la télé-réalité, on a tout ce qui est mis en scène, on a toutes les coulisses de ce côté-là aussi, et je trouve ça hyper intéressant, mais tout ça est ponctué de belles robes, de bals, de princes, de courtoisie, de convoitise, de bienséance, etc. Et franchement, je trouve ça hyper intelligent, je trouve que ça a été hyper bien fait. C'est pas la lecture du siècle pour moi, mais je trouve que ça l'a plutôt fait et je suis contente d'avoir découvert parce que c'est vrai que je me tourne plus trop vers ce genre de récit et pourtant c'est ce genre de récit qui m'a fait aimer aussi la lecture et donc je me dis qu'il faut peut-être que je me tourne un peu plus vers ça, même si c'est pas 100% mon truc et que ça sera jamais des gros coups de cœur. La sélection, j'avais vraiment adoré et j'ai retrouvé le côté hyper page turner de ça. J'étais en plus en vacances avec ma belle famille, donc franchement c'était assez divertissant pendant les siestes de ma fille ou quoi. Il y a des scènes qui sont pas très... qui sont un peu glauques, je trouve, un peu sanglantes, un peu glauques. Il y a des choses où je me dis que niveau young adulte, on est un petit peu limite. Le récit, je le trouve très young adulte, puisque tout l'univers est pas hyper construit. Enfin, je trouve qu'il y a quand même un gap avec tout ce qu'on lit en adulte, mais il y a des scènes qui sont quand même choquantes. Donc pas à mettre non plus dans les mains des plus jeunes. Je pense que fin d'adolescence, pas loin de majeur, new adulte, etc. Peut-être un peu plus. Il n'y a pas de scène de smut ni rien. Il y a une scène, mais qui n'est pas très explicite. Et j'ai trouvé ça très très soft et très bien fait. Et franchement, ouais, très intéressant. Et c'est une première vraie uchronie que je lis. Et j'aime bien ce principe en fait, de modifier un pan de l'histoire pour voir comment ça aurait pu se développer parce que je trouve ça hyper crédible. J'ai ensuite lu One of Us is Back de Karen F. McManus. On est sur une histoire de thriller young adulte, donc c'est une trilogie. Donc là on est sur le dernier tome, on suit, dans le premier tome en fait on suit 5 élèves qui sont collés et l'un d'eux meurt d'une attaque, enfin d'une allergie et donc les 4 autres sont incriminés parce que ça ne peut être que ces 4 autres parce qu'il a mangé quelque chose pendant cette retenue et donc il en est décédé. Et dans le premier tome on va avoir toute cette enquête de qu'est-ce qui s'est vraiment passé, qui est le vrai meurtrier et dans le deuxième tome, et donc c'est sous forme un peu de Action Vérité, non, de Jacques Haddy. Et donc il y a un maître chanteur qui va dire bah moi je sais ce que vous avez fait et faites ce que je dis parce que sinon vos plus grands secrets vont sortir. Et en fait ces quêtes-là n'ont pas été choisies par hasard, ils ont tous des gros secrets qui ne veulent pas être qui veulent pas que ça soit divulgué. Ils vont créer une très belle amitié, il va y avoir des sujets très très intéressants je trouve. Dans le deuxième tome on va suivre des personnages compagnons. On va pas suivre ces personnages-là, mais on va suivre la sœur de l'une, un ami de l'autre, enfin bref, et toujours un groupe de 4 amis, je crois, 4 ou 5 amis. Et donc là, eux, ils vont être victimes d'un jeu d'action-vérité et au fur et à mesure, il va y avoir un mort
dans cette histoire-là. Et encore une fois, on est sur une chasse à la souris, des personnes un peu à la Pretty Little Liars où ils reçoivent des SMS et des messages anonymes et il faut qu'ils découvrent qui est derrière tout ça. Et dans ce tome 3, on regroupe les personnages du tome 1 et les personnages du tome 2 avec la suite de l'intrigue du tome 1, puisque dans la fin du tome 1, on sait qui a fait le coup, la personne est emprisonnée et en fait, dans ce troisième tome, la personne qui est coupable sort de prison, est censée être quand même sous bracelet électronique, mais sort de prison et va un peu embêter les différents personnages. Il y a d'autres choses qui se font, il y a de nouveaux meurtres, de nouveaux messages, de nouveaux jeux, etc. Et je trouvais que ça concluait parfaitement cette histoire. Je trouve qu'il y a une très belle amitié qui s'est créée entre tous les personnages et franchement j'ai adoré. En anglais, en français c'est qui ment, qui tue, qui meurt je crois. Et franchement j'ai trop aimé, je suis trop contente de l'avoir lu. Le premier tome je l'avais lu en mai 2020 avec ma copine Manon en lecture commune. Et franchement c'était trop bien, mais là voilà, on est un peu moins sous forme de jeu, mais ce qui est bien c'est qu'on a tous les points de vue. Désolée, ma fille est rentrée. Mais on a les différents points de vue et franchement ça se lit trop bien. C'est young adulte donc voilà. Moi c'est un des seuls thrillers young adulte. Vous savez que j'adore le thriller, mais les thrillers young adulte ça l'a pas toujours fait avec moi parce que c'était trop simple etc. Là je trouvais que c'était très bien fait parce que c'est sous forme de jeu. Je trouve que on frôle quand même des fois avec le un peu plus sombre, avec le fil du rasoir etc. Les sujets sont hyper intéressants et franchement je peux que vous le recommander parce que cette saga est vraiment cool. En plus elle est complètement traduite et si vous avez lu un peu le Good Girl's Guide to Murder, un truc comme ça de Holly Jackson, je crois que cette fois-ci c'est, bah je pense que c'est un peu dans la même lignée et j'aimerais beaucoup lire le premier que je vous ai dit, je sais plus du tout le nom du coup maintenant, le Holly Jackson, la saga d'Holly Jackson. Les tomes 1 a été mis en série sous 2 saisons je crois. Bon, le tome 1 parle vraiment de la première saison, après ils se sont pris un peu de liberté et je crois que après ça a été annulé. Mais j'avais beaucoup aimé les 2 saisons avec les personnages et tout, je trouvais que ça reflétait pas mal. On a vraiment des personnages complètement différents. On a la première de la classe, on a celui qui est en décrochage scolaire qui est un peu le voyou, on a le sportif, on a la fille qui est avec le plus beau de l'école, donc la plus belle de l'école. Bref, on a tous ce genre différents qui vont finalement s'entraider et complètement se compléter et je l'ai trouvé hyper bien. C'est pas un coup de cœur mais j'ai passé un excellent moment, j'étais trop contente, j'ai même regretté de l'avoir fait trop traîner parce que franchement j'ai adoré et ouais, je pense que je me tournerai soit vers d'autres écrits d'elle parce que j'aime beaucoup sa plume, soit par, je vous disais, la saga de Holly Jackson, mais je vous la conseille quand même, elle est vraiment chouette. J'ai ensuite acheté et lu dans la foulée La Cour des démons de C.N. Crawford, donc le dernier tome des épreuves de la reine démoniaque. Donc dans cet univers on est dans une romantasy un peu urbaine, fantasy aussi, puisque on suit Rowan qui est une jeune humaine qui a perdu sa mère. Elle sait qu'elle a été tuée par un démon. Et du coup, au milieu de la ville des humains, il y a une cité qui renferme des démons. Voilà, qui renferme des démons, c'est la cité aux épines. Et un soir qu'elle fêtait son anniversaire, avec sa meilleure amie, en train de... Et donc elle va être reconnue par le prince, par un grand prince des démons, comme étant la succube que tout le monde recherche, qui a tué tous les siens et qui s'est barrée. Et donc elle lui dit que non, absolument pas, c'est une humaine bien comme il faut, et quand il goûte son sang il se rend compte que en effet c'est une humaine, mais elle lui ressemble trait pour trait. Rowan a toujours voulu rentrer dans la cité des épines pour pouvoir justement enquêter parce que elle est en soif de savoir un peu plus sur les démons, de retrouver l'assassin de sa mère, et donc ils vont passer un pacte
puisque le prince Orion veut prendre la place du roi et devenir le roi, et du coup il lui dit qu'il faut qu'elle se fasse passer pour Morwana, je sais plus comment elle s'appelle, mais Mortana je crois, donc la succube, et qu'elle arrive à trouver le moyen de d'échoir le roi en place, puisqu'il faut que ce soit la personne qui tue, qui prenne sa place, mais il y en a qui sont sans faille, c'est des démons quand même, on est dans un monde où il n'y a que des démons, et donc on va du coup découvrir des succubes, des incubes aussi, et franchement le premier tome j'avais adoré, j'avais trouvé ça hyper addictif, en 24-48 heures je l'avais lu. Le tome 2 j'avais un petit peu moins aimé, on était plus dans de la recherche, dans de la compréhension, dans des choses comme ça, et du coup c'était un petit peu plus lent, on allait dans le monde un peu des morts aussi pour enquêter, et donc là on est sur une espèce d'épreuve entre Rohan et Orion, puisque les deux veulent le titre et que il faut qu'il y en ait un qui meure pour que l'autre puisse apprendre le titre, et donc elle va un peu mettre en épreuve et mettre en duel Orion, qui est quand même son ex-amant, et donc il va y avoir tout ce trope là. Franchement j'ai plutôt bien aimé cette histoire et cette conclusion. Voilà, j'ai pas trouvé ça exceptionnel, je pense que j'ai préféré quand même le premier tome aux deux suivants, mais celui-ci se place quand même en deuxième. J'adore Rohan et j'adore Orion, j'adore l'alchimie qu'ils avaient entre eux, je suis trop contente parce que de découvrir un univers où justement il y a des démons, des succubes et des incubes, moi je n'avais jamais vu, et je trouve que c'est hyper intéressant. L'univers est quand même bien développé, même si voilà, à chaque fois c'est des courts romans, c'est Anne Crawford, c'est hyper sympa à chaque fois, mais c'est pas incroyable, ça se lit bien. Moi je trouve ça hyper divertissant, et des fois ça me fait du bien de lire ce genre de livre qui est quand même de la romantasy pour public averti, parce qu'il y a quand même des scènes de smut, etc. Mais qui sont un peu plus légers que les gros pavés qu'on a souvent, que les gros univers hyper bien décrits et tout. Je pense que voilà, c'est des bonnes lectures de transition, ou des lectures où faut pas trop se prendre la tête, pas trop réfléchir, un petit peu, mais pas trop non plus. Et ouais, j'ai hâte parce qu'il y a déjà une prochaine saga qui va sortir chez eux, chez Lost Kingdom, enfin de Lost Kingdom, coécrit avec d'autres personnes. Et j'ai déjà précommandé parce que en vrai c'est Anne Crawford, j'aime quand même bien. Il faudrait que je découvre aussi son autre saga chez Corrigan. Donc j'ai déjà lu Frost et Ambrosia, et c'est l'autre avec la cour de je sais plus quoi, la cour de la nuit, la cour de ceci, la cour de cela. Je crois que c'est ça, parce que là aussi c'est la cour, donc je sais plus si c'est vraiment ça ou pas. Mais voilà, je prends toujours plaisir à lire ce duo d'auteurs, ce couple d'auteurs. Et voilà, si vous voulez une romantasy pas prise de tête, qui soit pas hyper développé, hyper construit, où faut pas trop réfléchir, trop se souvenir de qui est qui, etc. Là franchement c'était, voilà, c'est divertissant, c'est sympa, j'ai passé un bon moment. Voilà. On passe ensuite à un petit coup de cœur, puisque j'ai lu The Problem with Players de Brittany C. Cherry. On est sur un tome 2 de cette saga, mais c'est des sagas, des tomes spin-off à chaque fois, où on va suivre les trois sœurs d'une même famille. Et donc là on va suivre, je crois que c'est l'aînée, qui est fiancée et qui va et qui va voir ressurgir son ex, son ancien amour, celui qui l'a complètement détruit parce que il l'a quitté du jour au lendemain après une très très belle histoire. Et donc on suit Avery, je crois. Oui. On suit Avery qui est fiancée. Voilà, qui est fiancée depuis un petit moment, qui est l'aînée de trois filles, qui a perdu sa maman très très jeune, puisque sa maman est morte en couche en accouchant de la dernière, et donc elle a toujours eu ce rôle un petit peu de maman à faire passer le bonheur des uns, des autres avant le sien. Et donc là elle est fiancée, elle est sur le point de se marier. Un jour son mari décide de faire venir tous ses meilleurs potes
d'études, et elle se pose la question, elle se dit c'est bizarre parce que vraiment son meilleur ami avec qui il est très très proche, avec qui il est très fusionnel, elle les a jamais vus, avec qui il est très fusionnel, ne peut pas être son témoin, donc hyper bizarre et tout, et en fait elle se rend compte que le meilleur ami n'est pas un meilleur ami mais une meilleure amie, et en plus que c'est une ex. Donc un peu bizarre ce point là, en plus leur relation est hyper étrange, et donc plus jeune elle a eu une relation avec Nathan Pierce qui est devenu un baseballeur professionnel, voilà, sauf que là il est rentré au bercail et ils vont, elle devient coach du lycée de baseball, et ils vont la mettre, ils vont la reléguer en tant qu'assistante et mettre Nathan à sa place, sauf que elle est pas d'accord, elle ne voit pas pourquoi, c'est pas l'inverse, pourquoi Nathan n'est pas son assistant, et voilà, et en plus elle ne veut rien avoir à faire avec lui, et donc en fait des années avant, c'est hyper brouillon mon résumé, désolée, mais des années avant, du coup, ils ont eu une histoire d'amour que peu de personnes ne savent, de quelques mois, vraiment, de pas très très longtemps, mais Nathan est parti du jour au lendemain pour sa carrière, et ça l'a complètement détruite, et c'était la seule fois où elle se livrait vraiment et elle montrait son amour, etc. Et là, ça l'a complètement déboussolée, complètement détruite, et donc elle s'est complètement refermée, elle est partie en dépression, parce que on parle de dépression, et je trouve que ça a été hyper bien traité, même si je connais pas trop les vrais symptômes de la dépression. C'est vrai que moi je suis passée par quelques états dépressifs quand même, et j'avais l'impression de me reconnaître à certains moments, mais on parle de la dépression de façon vraiment très très appuyée, donc si c'est un truc qui vous trigger un petit peu, n'y allez pas parce que c'est un gros sujet. Et donc elle s'est complètement fermée jusqu'à cette nouvelle relation avec qui du coup elle est fiancée. Et le mariage à un moment donné va capoter, ne va pas se faire, et elle va se retrouver sans maison, sans endroit où aller. À un moment donné elle peut aller dans la caravane de sa plus jeune sœur, parce que sa plus jeune sœur part en vadrouille, mais bon ça fuit de partout, c'est pas étanche, il y a une grosse averse, etc. Et elle va se retrouver à cohabiter avec Nathan, donc ils essayent de mettre des règles, de pas parler de leur histoire précédente, etc. Mais on sait comment ça se passe. La flamme va se raviver et on est dans une new romance, donc forcément j'ai adoré ce roman, j'ai adoré, puisque j'ai adoré Avery, j'ai adoré Nathan, je l'ai trouvé hyper bienveillant, hyper green flag à mort, et franchement ça faisait du bien. Il était présent, il a toujours été présent, même quand il était encore fiancé, il n'avait pas peur de lui dire les choses, même si ça pouvait la blesser, c'était pour son bien, même si elle s'en rendait pas compte tout de suite, c'était pour son bien. Et ouais, on voit cette étincelle se renaître et se raviver, et franchement c'était hyper beau. Il y a des sujets hyper compliqués, vraiment, les culpabilités que peuvent avoir certaines personnes, la dépression, comme je vous le disais. Brittany Cherry, elle est hyper forte à chaque fois, puisqu'elle arrive à nous créer des histoires d'amour très belles, avec des personnages très beaux, qui ont des passés très durs, et ouais, je pense que j'ai préféré un petit peu celui-ci au précédent. Je pense qu'on est sur un mini coup de cœur. Je l'avais mis 5 étoiles au début, et je l'ai repassé en coup de cœur parce que finalement il est dans ma tête ce livre, et pourtant j'avais adoré le précédent. On était plus sur une Grumpy Sunshine, là on est carrément sur une cohabitation forcée, et sur un trope de seconde chance, mais c'est le trope de seconde chance qui est pas creepy, qui est pas mal fait, qui est pas genre ils se sont quittés sur une mauvaise communication et tout, mais la façon dont ils se remettent ensemble est pas toxique, et pas mal faite, et pas malaisante. Je sais que moi il y a eu plusieurs fois où j'ai lu des secondes chances où ça m'a vraiment mis mal à l'aise, où on sentait qu'il y en avait un qui se forçait, qui faisait pour faire plaisir, qui passait un peu à côté de son bonheur à lui, et là pas du tout, vraiment pas du tout. On sent que c'est deux personnes qui sont faites pour être ensemble. On a un moment où en fait tout ne va pas trop vite, parce que on a une période où
on sait qu'en romance, ils se mettent ensemble, il y a un truc où ils se séparent et ensuite ils se remettent ensemble. C'est toujours plus ou moins le même schéma et là encore c'est fait. Mais je trouve que le dernier point en fait n'était pas trop précipité en disant c'est bon, j'ai réglé mes problèmes comme ça. Surtout qu'on parle de sujets très, très forts et très importants et très douloureux comme la dépression, mais tout ne se règle pas comme ça et ça prend des mois et Brittany Ciceri a montré que bah, ça se reconstruisait pas comme ça et que ça prenait des mois et des années peut-être à se faire et qu'il fallait prendre le temps au temps et se laisser le temps au temps, vraiment, et franchement c'était trop bien. Franchement, si vous n'êtes pas trop romance, si vous voulez tester, si vous voulez des sujets, enfin des livres un peu forts, un peu poignants, Brittany Ciceri, c'est fait pour vous. J'ai lancé Sandra sur du Brittany Ciceri qui ne lit jamais de romance, ou très peu en tout cas, qui est très fantasy, héroïque fantasy, etc., fantasy adulte, et voilà. Et franchement, elle a beaucoup aimé Brittany Ciceri. Alors oui, il y a des clichés de la romance, mais je trouve que c'est la meilleure autrice de romance qui puisse exister. Et à chaque fois, enfin, il y a beaucoup de livres qui font un sans faute. J'ai eu une seule déception sur Brittany Ciceri, pourtant j'ai lu tous ces livres traduits, donc il y en a quand même pas mal. Et celui-ci est un carton plein, vraiment. On passe ensuite avec ma lecture audio du Héros des âges ou des siècles, je sais plus comment c'est en français, de Brandon Sanderson, donc le dernier tome de Mistborn, première ère. On est sur la fin d'une trilogie. Dans cette histoire, on a un univers, on est dans une fantaisie adulte où la magie se crée via l'absorption de métaux. On a les Ska qui n'ont aucune magie. On a les brumants qui peuvent faire qu'un seul métal bien précis et du coup avoir un seul pouvoir. Et on a les fils des brumes qui eux peuvent prendre tous les métaux et du coup avoir tous les pouvoirs différents. Et donc on a Vin, qui pensait être une Ska normale et qui est en fait une fille des brumes qui va être recrutée, qui est orpheline, qui va être recrutée par la bande de Kelsier pour retourner l'Empire ultime avec l'empereur, etc. Puisque on est un peu sur une dictature, enfin voilà, il y a beaucoup de choses qui sont pas bonnes, et donc dans le premier tome on est sur le renversement. Ensuite on est sur la reconstruction de cet empire et donc là on est sur le questionnement de... il y a quand même des méchants qui restent, hein, il y a quand même des gardes de pouvoir, etc. Mais on est aussi sur toute la mise en place des pouvoirs, En fait on a l'explication, je trouve. On est un peu dans l'action, mais on apprend surtout énormément sur l'univers, j'ai trouvé dans ce tome 3. En fait, le vrai ennemi ici, c'est la brume, puisque la brume est mortelle quand on sort en plein jour, je crois. Et elle tue beaucoup de personnes, mais il y a certaines personnes qui sont complètement immunisées. Et donc, on va être sur toute la construction de l'univers, à savoir qu'est-ce que sont les brumes, qu'est-ce qu'elles apportent, est-ce que c'est des ennemis, est-ce que c'est des alliés, comment les différentes créatures sont créées, comment les pouvoirs sont arrivés, et dans ce tome là je trouve qu'on a toutes les réponses à nos questions sur vraiment l'univers, sur en fait tout n'est pas sorti du chapeau, tout est parfaitement calculé et c'est ce que j'aime dans Brandon Sanderson. Alors là la religion est quand même très importante et des fois j'avoue que ça me perd un petit peu. Je trouvais que c'était très intéressant aussi d'un point de vue écologie, nature, etc. puisque on est dans un pays hyper brumeux, etc. Ils ne savent pas que l'herbe est verte, qu'il y a des plantes, qu'il y a ceci, qu'il y a cela, et ce pan là de l'histoire me plaisait pas mal. J'avoue que je l'ai lu en audio, donc j'ai pas mal décroché. Pour moi, en fait, je pense que il y a trop de pages. Dans tous ces tomes, il y a trop de pages. Je pense qu'on aurait pu réduire à chaque fois de au moins 200 pages. Et parce que ça traîne un petit peu en longueur. On a quand même différents points de vue, donc ça je trouve ça hyper intéressant. Mais c'est quand même... C'est un petit peu long quand même. J'ai trouvé ça un petit peu long. Du coup, j'ai pas mal décroché. Mais pour le point, en fait... Pour vraiment l'histoire en elle-même, je pense que j'ai un petit peu décroché avec les batailles, etc. Mais pour l'explication de l'univers, l'explication de comment on crée telle créature, comment telle autre sont faites, etc. Que tout est calculé, que tout est calculé. J'ai plus les noms exactement.
mais on a un certain nombre de créatures dans les premiers et dans les derniers, enfin dans les 3 tomes, et du coup on sait exactement comment ont été créés, que c'était des humains comme les autres, et qu'en fait en faisant ceci, cela, etc., bah ils changent, que la brume elle a un rôle aussi hyper important dans cet univers, et là je trouve qu'on met toutes les pièces du puzzle de l'univers, en tout cas on imbrique tout et on comprend tout, et ça, pour ça je trouve ça hyper brillant. Comme je vous disais, l'histoire en elle-même, j'ai un petit peu décroché. Je sais pas si je continuerai cette saga, ou alors j'attendrai peut-être un petit peu, ou en tout cas voilà. Après, la fantasy adulte, c'est plus mon truc à 100% non plus, j'en lis beaucoup moins, j'ai un peu plus de mal, mais j'ai quand même passé un bon moment. J'aime beaucoup les personnages, j'aime beaucoup Vin, j'aime beaucoup Elend, et j'aime beaucoup Seised, etc. J'aime énormément beaucoup de personnages, et j'ai trouvé ça quand même hyper intéressant, mais vraiment pour ce côté world building et ce côté vraiment puzzle qui se fait et qui se complète parfaitement. J'ai ensuite lu en lecture commune avec Morgane et Elika le 3e tome de la saga de La chair et le feu, donc c'est Un feu dans la chair de Jennifer Larmont-Trout. Donc là on est dans la saga spin-off du Sang et de la cendre. Et j'avoue que je me souvenais plus trop de la fin du précédent. Donc on s'est un petit peu spoilé l'une l'autre, et après c'est assez rapidement arrivé. Ce tome-là était un petit peu lent. Je vous avoue que moi j'aime énormément Seraphina et Nyktos. On est sur une histoire où Nyktos, où Seraphina est l'élue un petit peu du peuple des humains. Elle, normalement, à ses 18 ans, elle est censée être enlevée par l'originel de la vie ou l'originel de la mort, je ne sais plus. Bref, sauf que le jour de ses 18 ans, en fait, elle est censée rester vierge jusque-là, jusqu'à ce qu'elle devienne la consort. Et en fait, le jour de ses 18 ans, il vient pas. Enfin si, il vient et il lui dit non, je te prends pas, et il se barre. Et tous les ans il va plus se représenter, jusqu'au jour où Seraphina elle est témoin de certains crimes faits, et elle va rencontrer Nyktos qui la protège un petit peu, qui lui montre des petites facettes d'elle, et elle va se retrouver à partir dans le monde un peu plus des dieux, avec une bataille entre différents originels, différents dieux. Elle va comprendre un petit peu tout l'envers du décor, puisqu'en plus il y a un gros virus, la gangrène, qui sévit et qui tue beaucoup de choses, et on sent qu'il y a toute une prophétie qui permettrait d'arrêter justement la gangrène. Et voilà, donc dans ce tome là je vais pas trop vous expliquer le contexte parce que ça risquerait de vous spoiler, mais Seraphina est en captivité, enfin voilà, elle est emprisonnée. Et du coup, enfin elle est emprisonnée par le méchant, et donc elle va devoir jouer un double rôle pour essayer de survivre, pour essayer de s'échapper. C'est vrai que Nyktos est assez absent de la première partie, en tout cas de toute la partie où elle est emprisonnée, et ça m'a peut-être un petit peu manqué. Bon, Sarah J. Maas arrive quand même à faire du smut à travers les rêves, même si les personnages sont à distance, donc ça elle est très forte là-dessus, mais c'est vrai que tout ce côté un petit peu prison, emprisonnement, etc., et même la fin, je pense qu'on aurait pu enlever facilement 100 pages, mais je l'ai bouffé ce livre, vraiment j'ai adoré, j'adore cet univers, j'adore Seraphina et Nyktos. Là on a des réponses encore à nos questions, il y a beaucoup de choses qui avancent, il y a des batailles, il y a du world building qui est encore construit, et franchement j'ai trouvé ça hyper intéressant. Un peu trop de smut au même moment, à un moment donné où ils enchaînent, où on a l'impression qu'ils sont contents de se revoir parce que ça enchaîne les chapitres sur ça, donc peut-être un petit peu long aussi de ce côté là. Et en vrai je pense qu'on aurait pu conclure cette trilogie avec ce dernier tome, on avait une bonne conclusion, mais je pense que le dernier tome va permettre de faire la bascule entre cette trilogie là et le sang et la cendre, puisque c'est quand même hyper important de suivre l'ordre de parution quand même.
je tiens à le préciser, suivi de l'ordre de parution de Saxus, et dans tous les cas eux ils font pas mal de posts sur l'ordre de lecture, parce que vous risquez de vous spoiler, de pas comprendre, puisque on a des personnages de cette trilogie là, enfin de cette saga là, qui vont se retrouver dans le sang et la cendre et qui vont avoir des rôles importants, donc c'est très important de suivre l'ordre de parution de Saxus. Mais voilà, j'ai adoré. On a des draken qui sont des petits dragons qui se transforment en humains, on a des dieux, on a des originels, on a de la garde de pouvoir, on a de l'amour, on a de la combativité, on a des choses un peu sanglantes, enfin bref, j'adore, c'est hyper addictif. Moi Jennifer Armentrout, je la trouve très forte sur cette saga. Je trouve pas trop que ça, je trouve que ça tourne pas trop en rond, il n'y a pas de moment où je m'ennuie vraiment. Même si je vous ai dit, je pense qu'on aurait pu enlever 100-150 pages de celui-ci facilement, mais je l'ai quand même lu hyper rapidement et on l'a tous dévoré, on a tous beaucoup aimé je pense, et j'ai hâte d'avoir déjà la suite. Il me reste 2 livres que je vais assez rapidement présenter quand même, enfin celui-ci un petit peu plus longuement, puisque j'ai lu en lecture commune avec ma petite Sandra Le Parlam, qui est le tome 1 des chroniques de Castellane. Donc c'est le premier récit vraiment adulte qu'elle écrit. Et donc dans cette histoire, on va suivre au début Kel, qui est un jeune orphelin qui va être récupéré à l'orphelinat pour voir s'il s'adapte pas mal à la cour, et en fait il va être missionné pour devenir le parlam du prince. Le parlam, qu'est-ce que c'est? Ça m'a fait un peu penser à Diabolique de ce côté-là, puisque le parlam c'est censé être celui qui peut déjà prendre sa place à un moment donné où le prince ne veut pas participer, ou ne peut pas, ou c'est trop risqué, etc. Et en fait c'est le garde du corps, mais très très rapproché du prince, sauf qu'il n'est pas censé dire que c'est un parlam, enfin on n'est pas censé savoir que les parlams existent, donc il se fait passer pour le cousin. Et de l'autre côté on va suivre Lynn, qui fait partie des Ashkar, qui est donc une communauté, c'est la seule communauté qui aurait potentiellement les dernières traces de magie, et donc il y a quand même une petite rivalité entre différents peuples, etc. Les Ashkar sont pas hyper bien vus. En plus Lynn, elle veut faire de la médecine, sauf que c'est une femme qui n'a pas eu le droit d'aller en école de médecine, parce que c'est une femme déjà, et donc elle n'a pas accès aux livres de médecine. Elle essaye de guérir son amie absolument, mais comme elle n'a pas accès à tout, voilà, c'est un petit peu compliqué, et donc les personnages vont finir par se rencontrer, puisque on a voilà, une guerre un peu de pouvoir. On sent qu'il y a une menace qui est faite sur le prince, donc elle va un peu farfouiller. On a plusieurs grands méchants, comment dire, pas des tueurs mais des grands méchants qui sévissent. On en a 2 différents, à savoir Prosper Beck et le roi chiffonnier, et en fait que ce soit Lynn ou Kel, ils vont être amenés à travailler à un moment donné pour le roi chiffonnier, parce que, enfin, pour leur propre conviction et pour leurs propres besoins, et franchement ouais, donc ils vont finir à un moment donné aussi par se rencontrer, et franchement j'ai plutôt bien aimé. C'est pas un coup de cœur, ça va pas être un roman que je vais retenir absolument. J'ai trouvé ça sympa, mais voilà, pas la fluidité que j'ai retrouvée avec les Immortal Instruments. Je salue tout le travail qu'il y a eu, parce que vraiment on est sur un gros... on est sur un univers quand même hyper bien construit, avec le retour de la magie. On sent que ce tome-là 1 est très très introductif. Il y a beaucoup de personnages, il y a beaucoup d'interactions entre les personnages, de cours de pouvoir, enfin de règles de pouvoir, de cours, de peuple, etc. Il y a des... À un moment donné on parle quand même de mariage arrangé, c'est un peu problématique. Bref, les personnages sont très très intéressants. Par contre voilà, je pense que si j'avais pas été en lecture commune avec Sandra, soit je l'aurais fait traîner pendant un moment je pense, ou alors je l'aurais peut-être abandonné à un moment donné. Même si je le trouve très intéressant, la fin m'a donné très très envie de continuer. J'attends de voir quand est-ce que la suite sera traduite. Donc si vous avez des infos, n'hésitez pas à me dire si vous savez. Mais c'est pas non plus un énorme coup de cœur. Voilà. Je pense que vraiment si je l'avais lu toute seule, j'aurais pas autant
enfin j'aurais pas autant accroché que alors que là je l'ai lu avec ma petite Sandra, donc ça se passe quand même beaucoup mieux et j'aime beaucoup faire des lectures communes avec elle parce que vraiment on s'écoute, on écoute notre rythme et tout et en plus elle c'est une relecture, donc franchement je suis trop contente d'avoir pu découvrir avec elle et sinon ouais, l'univers j'ai beaucoup aimé, les personnages j'ai beaucoup aimé, mais je sais pas, c'est pas ouais, je pense qu'il était peut-être un petit peu trop introductif, même s'il se passe quand même pas mal de choses. Peut-être un peu trop introductif, on verra avec la suite si je continue ou pas cette saga. Je sais pas combien de tomes elle a prévu, 3 ça c'est sûr, je sais pas si ça ira plus loin après. Et j'ai terminé hier Le choix du cœur de Carissa Broadbent, donc le dernier tome de la gare des cœurs égarés, et autant vous dire que ça l'a pas trop fait. Vraiment, je me suis vraiment forcée, j'ai un peu lu en diagonale sur la fin pour savoir un peu comment ça se passait et je suis déçue en fait parce que j'adore Carissa Broadbent pour sa saga des couronnes de Nyaxia et cette saga j'ai pas trop aimé. Je pense que celui que j'ai peut-être plus préféré c'est le 2, mais je vous en ai déjà parlé assez souvent de cette saga. On est sur Tisana qui est une ancienne esclave qui arrive à se libérer, qui va demander de l'aide aux ordres pour libérer les autres esclaves et qui lui disent bah on est d'accord si tu étudies ta magie, si tu arrives à développer ta magie et on va te mettre en mentor et que tu passes à l'épreuve au bout de 6 mois au lieu des 1 an ou 2 ans habituels et on va te mettre en mentor Max qui lui veut plus rien avoir à faire avec les ordres. Il a un passé assez de grand combattant assez particulier, assez sanglant. Et donc petit à petit il va quand même l'aider et il y a tout un univers de magie, de quête de pouvoir. Dans le tome 2 on a l'introduction avec les Fae aussi et donc la guerre entre les humains et les Fae. Et là vraiment on est juste entre donc déjà la fin du tome 2 était un peu un cliffhanger, donc ils étaient un peu séparés. Donc très contente de pouvoir voir comment c'était traité, même si le coup un peu de l'amnésie m'a un peu lassée, vraiment ils rendent Max amnésique et ça m'a pas transcendé ce côté là. Du coup il y avait toute une... En fait comme j'avais lu Guild ou dans le tome où il y a ce sujet là à un moment donné, bah du coup ça m'a fait un peu redite et je sais qu'il y a pas mal de personnes qui disaient que le trope de l'amnésie ça revenait quand même assez souvent et c'était un peu du vu et revu et donc là ça m'a un petit peu blasée. J'ai trouvé à un moment donné la quête d'un objet, d'un artefact très intéressant, mais c'est le seul moment où j'ai trouvé ça hyper intéressant. Parce que le reste c'est juste de la position de pouvoir, de la quête de pouvoir et de la bataille entre les humains et les Fae parce que ils sont chacun dans leur conviction que ce qui est pas mal par contre c'est qu'on ait les deux points de vue et qu'on comprenne pourquoi il y a une guerre qui éclate et qu'ils ont des vrais... Enfin, il y a des vraies raisons, en vrai, il y a vraiment du passif qui pousse à, mais c'est tout. Ouais, ça m'a pas transcendé, en plus c'est 700 pages, donc je vous avoue que c'était un petit peu long quand même pour moi, mais je l'ai fini et je suis très contente. Par contre je vais revendre cette trilogie parce que voilà, même si elle est très très belle, bah je vais faire de la place et c'est pas une trilogie que je veux garder. Parce que ouais, ça n'a pas été une terrible réussite. Parce qu'en plus, sur la fin, ouais, j'ai mis 3 étoiles sur le dernier tome. Donc voilà, assez déçue. Pas la saga que j'aimais le plus. On est un peu plus... Par contre, si vous aimez vraiment la grosse fantasy avec de la magie pure et que ça peut peut-être vous plaire. Mais j'ai pas entendu beaucoup de très très bons avis sur cette saga. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez aimé ou pas. Donc voilà pour cette vidéo qui aura été assez longue, je suis désolée, mais j'avais quand même pas mal de choses à vous dire. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, n'hésitez pas comme d'habitude à la liker, à la commenter, à vous abonner, à me mettre des petits emojis si vous êtes un peu trop timide. Merci encore, vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre et l'objectif 1000 abonnés est en route, même si d'abord on va passer les 900, ensuite les 1000, mais merci encore à tous de me suivre, ça me fait très très plaisir. Je vous mets juste ici pour vous abonner ici à ma dernière vidéo et en attendant une prochaine vidéo je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!